Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Je suis ravi de te recevoir dans Comptoir IA. On va se faire un super épisode. J'avais très envie de t'interviewer. Thomas, donc toi, tu es tech, AI, entrepreneur, tu es speaker, tu es mentor et tu es aussi le fondateur, le cofondateur de Golem.ai. Euh, donc, plein de choses à se raconter, Thomas. Tu es très impliqué dans l'IA. Tout d'abord, est-ce que tu as toujours voulu faire de l'IA? Est-ce que tu es né avec un clavier dans les mains? D'où tu viens? Alors, moi, je viens du Lot. Je suis même pas parisien de base, bien que maintenant j'ai fait ma maison. Et non, je suis pas né avec un clavier dans les mains puisque j'ai eu un PC que vers 14 ans, un truc comme ça. Mais ça a été une grosse révolution. J'ai eu ce plaisir, comme tous les gamins, de monter un PC pour la première fois. Et je crois que j'en ai jamais décroché. Voilà. Après, je crois que j'ai surtout été très influencé par quelques dessins animés et films de la science-fiction qui ont eu pas mal d'effets sur moi. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup, par exemple, le laboratoire de Dexter. C'était hyper important. Toutes ces inventions technologiques, ce côté futuriste et possibilités avec des robots, avec des machines, etc. Je pense que ça m'a beaucoup influencé inconsciemment. Et quand j'ai eu un ordinateur dans les mains, je dirais que tout s'est illuminé du jour au lendemain assez rapidement, quoi. Alors, t'as quel âge, Thomas? J'ai 31 ans. 31 ans. Donc, ton premier ordi, c'était quoi? Mon premier PC, c'était un. Alors, j'ai commencé sur Windows 95. Non, c'était 98. Et le premier que j'ai monté moi-même, que j'avais vraiment chez moi à la maison, c'était un XP. À l'époque, c'était, je crois, des beakers, un truc comme ça. Hmm. Ok, trop bien. Alors, on comprend que tu as toujours eu des ordis, que ça a été une révélation pour toi. Et donc, là, aujourd'hui, bah, il y a peut-être, en tout cas, une nouvelle révélation pour pas mal de gens, c'est l'IA générative. Là, il se passe quelque chose d'incroyable depuis fin novembre, début décembre, avec ChatGPT. Et derrière, il y a une phrase qui dit que grosso modo, il y a des décennies pendant lesquelles il se passe rien et qu'il y a des semaines pendant lesquelles il se passe des décennies. J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, les IA génératives, il y a réellement eu un bond, effectivement. Alors, en vrai, il y a un décalage, diront les plus experts, entre le bond technologique et le bond en termes de popularité. Parce qu'en vrai, c'est vrai que le haut de la vague de popularité de ChatGPT n'est pas exactement le haut de la vague technologique, hein. C'est-à-dire que la technologie de ChatGPT, on la maîtrise depuis un petit moment, mais il y a une succession de choses importantes, une mise à disposition, une interface bien foutue, de la com, du marketing, qui ont permis la création de ce moment. Et c'est un moment important aussi parce que un des freins principaux à l'IA, c'est quand même l'adoption, hein. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir convaincre les gens de le faire, de le tester. Et il y a parfois la peur de se dire, mais en fait, c'est un truc d'élite. Et donc, la grande victoire de ChatGPT, elle est probablement à cet endroit-là, c'est de se dire, putain, tout le monde l'a essayé, tout le monde a été bluffé. Et c'est vrai qu'il y a eu une surprise de ce point de vue-là, qui est que, comment dire ça, il y a eu une rapidité, une explosion d'adoption qui a été absolument incroyable. Et c'est vrai que ChatGPT est assez bluffant. On le sait, c'est-à-dire que d'un point de vue technologique, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Il y a une taille de données et un temps, vraiment un volume d'apprentissage qui est énorme. Et on se rend bien compte qu'effectivement, voilà, il y a ce côté bluffant, même s'il n'y a pas d'intelligence derrière pour en parler. Ce simple fait de bouffer de la data de manière absolument massive, ça recrée des simuli de comportement intelligent d'une manière qui est déjà très utile, hein, pour plein d'usages. Et j'ai autour de moi pas mal d'entrepreneurs qui s'en servent tous les jours, mais pas que. Des gens qui, dans leur boulot, ont trouvé, que ce soit par exemple des responsables créa, des responsables marketing, dans plein de métiers, je vois des gens qui l'utilisent toujours, y compris d'ailleurs des développeurs, hein, qui se servent par exemple de descendants de GPT comme Copilot ou des choses comme ça pour faciliter leur travail. Ok, ok, très bien. Donc oui, GPT, la révolution était déjà là. J'ai vu une interview super que je recommande par Lex Friedman de Sam Altman, dans laquelle il disait que pour lui, le succès incroyable de ChatGPT, ça venait peut-être du côté chatbot et du curseur qui bouge, qui le rend un petit peu anthropomorphique, et ensuite du reinforcement learning. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Thomas?
Oui, absolument. Je pense que, encore une fois, GPT n'étant pas nouveau, l'interface qu'on y a mis est vachement importante. Et ça, c'est un sujet, je pense, pour tous les entrepreneurs dans l'IA ont eu ce sujet à un moment donné dans les mains, c'est comment on rend l'IA accessible. C'est-à-dire comment on fait pour que les interfaces soient simples, pour que cette intelligence-là, bah, elle prenne interface avec le monde d'une manière qui soit intuitive, disons. Voilà. Et là-dessus, ChatGPT, effectivement, cette interface, ces mots qui arrivent au fur et à mesure, avec, euh, oui, ce petit curseur aussi, c'est vrai. Voilà, disons qu'on a retrouvé, je dirais, le mode Siri, mais avec les capacités larges qu'on aurait pu attendre en assistant virtuel, qui font un peu science-fiction quelque part aussi, hein, puisqu'on peut lui dire un peu n'importe quoi, et il n'est pas toujours pertinent, mais il est rarement complètement à côté de la plaque. Donc des fois, il est un peu bateau, mais voilà. Et c'est vrai que ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning, je dirais que ça a l'impact positif de faire en sorte que l'usage régulier des utilisateurs, au quotidien même, en fait, il vient effectivement améliorer constamment les réactions. Et en fait, GPT, il faut voir quand même deux choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le fait qu'il a absorbé énormément de texte et de contenu, etc. Mais il y a aussi les guidelines selon lesquels il interagit, il mobilise cette connaissance, hein. C'est-à-dire que il est aussi éduqué sur la mécanique interactive, et c'est ce qui fait, par exemple, qu'il refuse certains sujets ou qu'il agit d'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous remarquez que spontanément, il est très positif, hein. C'est-à-dire qu'il dit beaucoup de bien, il dit oui, bien sûr, si vous voulez, c'est super, machin, etc. C'est un peu chiant d'ailleurs, hein. Des fois, moi, j'aimerais bien qu'il m'engueule ou qu'il me dise mais non, c'est de la merde, enfin, voilà. Mais On est d'accord. on peut essayer des fois avec le prompt, on y arrive, on lui dit écoute, maintenant tu te calmes, tu me dis les trucs pour de vrai, t'arrêtes d'être gentil. Mais voilà, il a ce côté très, très bienséant, et cette bienséance, elle a été éduquée. Elle a été éduquée par le renforcement. Mais ce renforcement, est-ce qu'il est fait par des humains ou est-ce qu'il est fait par des humains et par la machine? Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, il est uniquement fait par des humains, hein, parce que c'est tout le problème du langage. C'est-à-dire que si on savait le faire automatiquement, on n'aurait pas besoin de le faire, en fait. Tu vois le paradoxe à cet endroit-là. Et donc, on a besoin de cette espèce d'humain dans la boucle pour être capable d'injecter de la connaissance humaine, entre guillemets, ce qui est souvent d'ailleurs de la connaissance implicite, dans la machine. Et donc oui, il y a de l'humain dans la boucle. Et d'ailleurs, dans l'interface de ChatGPT, vous remarquerez que vous avez le nécessaire pour donner des feedbacks, hein, sur les conversations. Hmm. Je ne sais pas, ceci dit, si les feedbacks sont intégrés en direct, c'est une bonne question, ou s'ils sont revus. Officiellement, en tout cas, dans les communications officielles, ils sont revus, hein, sauf erreur. D'accord, d'accord. Et donc sur ces feedbacks, en fait, que ce soit les pouces plus ou moins, ou sur le travail d'humain en fait pour améliorer le modèle, grosso modo, en fait, on leur montre deux réponses et ils choisissent celle qui leur convient le mieux, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe. Oui, alors en fait, ChatGPT a cette capacité, face à une même question donnée, de générer plusieurs réponses possibles, hein. Vous pouvez le voir et on peut régénérer, etc. Euh, En fait, ces réponses ne sont pas de qualité égale. Et en fait, ou des fois sont toutes de qualité mauvaise, c'est possible aussi. Mais en gros, l'idée, c'est que si on fournit du feedback à cet endroit-là, ça fournit d'une part à l'IA en direct la capacité de favoriser certains comportements par rapport à d'autres, mais ça fournit aussi la capacité pour les équipes, éventuellement, de spotter, de mettre en évidence, en lumière, certaines lacunes dans l'entraînement ou certaines lacunes dans les comportements. Ok, oui, très bien, très bien. Alors, autre question, Thomas, c'est donc sur Golem. Alors, si on a bien compris, en fait, donc Golem, tu m'as expliqué que c'était peut-être sur une IA qui était pas la même, qui reposait pas sur les mêmes principes, qui n'était pas la même branche de l'IA que ChatGPT. Donc, toi, tu n'es pas dans les LLM, les modèles probabilistes. Toi, tu es plutôt donc, sur une IA symbolique, c'est ça? Absolument. Quand j'ai créé l'IA de Golem.ai, il n'y avait pas Et donc, encore. c'était en quelle année, ouais, Thomas? Ouais. Ah oui, c'était en 2012, donc je bossé dessus de 2012 à 2016. Et à l'époque, bon, voilà, je pense que l'année est une bonne question parce que ça remet en perspective peut-être effectivement le fait qu'il n'y avait pas beaucoup, comment dire, la grosse révolution de TensorFlow, etc. C'était en train d'arriver, mais c'était encore neuf ou un peu balbutiant et pas encore, voilà, c'était pas encore aussi visible. Et en fait, quand j'ai commencé à tacler le problème du langage,
j'ai pris ce qui était le chemin le plus court. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage, c'est pas un cas d'usage, ça en est plein possible. Par exemple, ChatGPT, dont on parle depuis le début, c'est du text-to-text. Hein, donc, c'est de l'agent conversationnel, voire c'est de. On pourrait même le considérer comme un assistant virtuel d'une certaine manière. Ce qu'on fait chez Golem.ai, et ce sur quoi j'ai bossé de 2012 à 2016 avant même de lancer Golem.ai, c'est le fait de prendre du texte et de le transformer en catégorie. C'est-à-dire le but n'est pas de générer forcément une réponse directement, mais c'est d'interagir avec des systèmes d'information. C'est-à-dire que, par exemple, ChatGPT, c'est très sympa qu'il puisse répondre à la question, mais ce serait bien que, par exemple, il puisse s'interfacer avec des systèmes d'information. Voilà, ça, c'est notre spécialité chez Golem. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez des mails qui arrivent massivement de la relation client, on ne se contente pas d'aller y répondre, mais on va aussi détecter très précisément à l'intérieur du mail des demandes. Par exemple, on va repérer une adresse email, on va repérer des spécificités produits, une couleur, une référence, enfin, toutes ces spécificités un peu particulières, on va les comprendre dans leur contexte de telle manière à extraire ce qu'on appelle de la donnée structurée. Donc la donnée structurée, c'est toute cette donnée qui ne ressemble pas à du texte en fait. C'est ce qui ressemble à un Excel. Ou pour les plus textes, c'est ce qui ressemble à du JSON. Voilà. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle de la donnée structurée. Et elle est importante parce qu'elle permet d'aller interroger des systèmes logiciels. Donc vous ne pouvez pas aller taper dans de la base de données si, par exemple, vous avez pour un même produit, vous avez 10 ou 15 dénominations. Il faut que vous soyez capable de retomber sur la dénomination clé, la dénomination qu'on peut appeler canonique. Et en fait, c'est le fait de réduire cette information-là, de prendre ce texte et de le ramener vers une forme, on va dire, officielle, avec les bons identifiants et tout. C'est ce qu'on fait chez Golem.ai. Avec effectivement une particularité, c'est que du coup, on n'a pas du tout fait de deep learning. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça fait un système qui est très efficient en termes d'énergie. On produit énormément de fois moins de CO2, par exemple, que le deep learning. Et c'est ce qui nous permet aussi de travailler avec des clients institutionnels, la défense notamment, mais aussi des sociétés du CAC 40 ou d'autres secteurs sensibles, par le fait qu'effectivement, ce soit une IA qui soit très safe, sur lesquels il y a très peu, par exemple, de variabilité chaotique. D'accord. Donc elle est fiable. Donc elle est fiable, reliable, et donc elle hallucine pas, grosso modo, ton IA. Elle hallucine pas du tout. Ça, c'est vraiment la partie chouette. C'est-à-dire que éventuellement, dans certains cas, elle peut sous-détecter. C'est-à-dire que s'il y a des éléments de configuration qui ont été oubliés ou qui sont insuffisants, elle peut louper des choses qu'elle ne détecte pas, mais elle ne va jamais halluciner de l'information. Elle peut éventuellement en ignorer, mais voilà. Et donc, ça fait un comportement qui est peu risqué en comparaison. Il vaut mieux ignorer un petit peu de temps en temps que risquer d'halluciner. Et nous, on est à zéro hallucination. Trop bien. Donc toi, tu as fait ce choix il y a quelques années. On comprend que ce choix a des mérites. Et je pense que, en fait, on voit les problèmes de consommation énergétique, on voit les problèmes d'hallucination aujourd'hui. Euh, ce que j'ai entendu aussi, c'est que quand OpenAI voulait créer une solution qui nous mène à l'AGI, à l'intelligence artificielle générale en 2015, qu'on les prenait pour des fous furieux. Donc, en effet, à cette époque, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de voie choisie entre les systèmes experts et les réseaux neuronaux, quoi. Alors, il faut bien comprendre que comment dire, cette vue où il y a réseau de neurones d'un côté et système expert de l'autre, elle est vraiment très simpliste. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup de choses des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses du côté connexionniste, dont les réseaux de neurones, et il y a beaucoup de choses du côté symboliste, dont les systèmes experts. Mais il y a vraiment un univers. Et par exemple, Golem.ai n'est pas basé sur des systèmes experts à aucun moment. C'est basé sur de la modélisation du langage, sur de la théorie des jeux, des choses comme ça. Et en fait, d'accord, donc Thomas, je te coupe pour être bien sûr. Voilà, donc les deux familles, donc on est sur, aujourd'hui, on parle du connexionnisme et du symbolique. C'est oui, ça, hein, alors voilà. absolument. Alors aujourd'hui, là, je suis en train de te raconter un truc, on n'en parle quasiment plus aujourd'hui parce que le deep learning a tellement pris de la place partout, mais c'est comme ça, hein, il y a des phases. Et en fait, le symbolique, il y en a partout, en vrai, de l'IA symbolique. L'IA symbolique, c'est toute l'IA qui est explicite. C'est-à-dire, on sait à peu près comment ça marche et il y a un peu moins de stats en moyenne. Voilà. Mais ça a d'énormes avantages. Hein. Par exemple, quand l'IA qui a gagné au jeu de Go face au champion le plus. Un des principaux champions de Go au monde, il y a du deep learning dedans, mais pas que. On trouve aussi des éléments de la théorie des jeux qui sont plutôt de l'IA symbolique. Donc la combinaison des deux est possible, elle est parfois souhaitable, et il y a beaucoup de choses qui, par exemple, tout ce qui est GPS ou moteur de recherche, il y a plein d'endroits encore dans notre vie quotidienne où il y a de l'IA symbolique très régulièrement, et comment dire ça, on l'oublie parce que c'est des formes d'IA, on sait qu'elles marchent, et on n'est plus surpris, et donc on n'a plus envie d'appeler ça de l'IA. Voilà.
Très bien. Et donc, tu penses que le futur et peut-être les voies les plus intéressantes, c'est une combinaison des deux? Alors, il faut se méfier quand on parle de combinaison parce que au croisement de deux domaines enfin de deux visions technologiques, je dirais, il y a plein de manières différentes de penser le croisement. Il peut y avoir des choses qui sont pires que les deux, parce que des fois les qualités se soustraient et les défauts s'ajoutent. Donc ça, c'est la, c'est la pire des situations. Mais il y a aussi des choses qui ne seront ni l'un ni l'autre et qui, je dirais, vont mûrir à un croisement. Mais par exemple, on parle parfois de neurosymbolique, hein, qui est encore balbutiant, mais il y a des idées de ce côté-là. Mais il peut y avoir aussi, par exemple, des systèmes symboliques qui seraient conçus et qui évolueraient en temps réel parce qu'ils seraient designés par du deep learning avec de la data. Donc on pourrait avoir des systèmes très différents les uns des autres. Mais en tout cas, ce qui est certain, oui, c'est que si on veut aller vers de l'AGI, de l'intelligence artificielle générale, c'est ce que tu citais tout à l'heure, alors ouais, on a intérêt certainement, en tout cas, à pas rester dans une approche 100% pure. Le symbolique permet d'avoir du raisonnement extrêmement qualitatif et extrêmement fiable, et la data permet d'étendre, on va dire, ces modèles symboliques très qualitatifs à plein de sujets différents. Voilà. Et effectivement, le mélange des deux, ça permet d'être extrêmement efficace, pour peu qu'on le fasse, ce mélange de manière pertinente, bien sûr. Est-ce qu'on peut opposer ces deux visions en déterministe et probabiliste? Euh, oui, ce serait vrai à 80%, je dirais. Ok. Alors, Thomas, donc aujourd'hui, donc Golem, donc j'ai compris que tu avais donc plein de clients. Et il y a combien de personnes dans la boîte aujourd'hui? Aujourd'hui, à Combien peu près 35. d'employés? Ok, super. Et donc toi, tu continues cette activité et aujourd'hui, tu as d'autres projets aussi en parallèle? Voilà, donc aujourd'hui, je suis en train de monter une boîte que j'ai pas encore annoncée. Voilà, je le ferai bientôt sur des sujets Trop toujours avec de bien. la tech, de l'IA, mais pas que. Voilà. À quel horizon tu penses lancer ça? Je pense que je vais l'annoncer cette année. Voilà, je suis en phase, de recherche de PMF et voilà, je l'annoncerai dès lors que Attends, j'y verrai un. le PMF étant Pardon, alors là, je suis rabiat de Startup Reflex. C'est le product. le product market fit. Ok, Exactement, voilà. C'est la trop bien. question c'est la question de se dire, au fait, on va dans ce secteur, mais à qui on parle exactement? Voilà. Et c'est assez chouette de faire une annonce en sachant à qui on parle. Génial. Et alors, donc, j'ai cru comprendre que tu étais au Galion aussi. Oui, absolument. Alors, effectivement, le Galion, c'est une association d'entrepreneurs, à peu près 400 entrepreneurs de la tech à Paris. Voilà, c'est une asso très qualitative que j'apprécie beaucoup. Je suis très actif. Voilà. Ce que j'ai pas dit également, c'est que je suis consultant en IA, donc en freelance, et je fais pas mal tout ce qui est conférences, ateliers pour les boîtes qui veulent effectivement se tenir au courant de l'IA, des dernières innovations, et puis passer le pas de s'équiper, que ce soit à titre individuel ou collectif. Et je travaille aussi avec des fonds d'investissement pour les aider sur de la due diligence, du scouting, de la stratégie sur des startups, etc. Et je fais aussi du mentoring d'entreprises, donc des startups dans lesquelles je crois et que je rencontre et sur lesquelles j'aide à construire une architecture et une stratégie en termes d'IA pour arriver à leurs objectifs. Tu m'as dit que là-dessus, avec les startups, de temps en temps, tu arrivais à les aider à trouver des solutions disruptives et très rapides. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est ma spécialité, c'est tout ce qui est, entre guillemets, trouver le plus court chemin. La technologie, c'est vraiment un milieu dans lequel on peut arriver au même résultat en prenant 2 ans ou des fois en prenant 2 jours. Et ça, c'est un truc hallucinant, qui est vraiment une différence forte du domaine technologique peut-être par rapport à d'autres expertises, où c'est plus fort encore. Et en fait, moi, mon objectif quand je rencontre des entreprises, des startups et qu'ils ont un problème dans les mains, mon sujet, c'est de dire, OK, au vu d'une compréhension stratégique micro et macro de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut faire à long terme et quelles sont ses ressources à disposition aujourd'hui, quels clients sont dans le pipe, quel est le marché, etc. Essayer de trouver en fait un chemin qui va permettre à l'entreprise de se propulser sans avoir besoin de faire un investissement massif. Voilà. Et ça c'est vraiment le sujet. Donc comment on fait en fait pour accélérer les roadmaps, pour trouver des chemins technologiques plus simples, pour aller s'appuyer sur l'écosystème. Et en fait voilà, ça c'est vraiment mon sujet. Et en fait je fais en sorte que ces boîtes-là, elles aient l'IA vraiment comme un propulseur et non pas comme un centre de coût dans leur roadmap ou quelque chose du genre. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ce que je préfère, Euh, je pense,
Vas-y. C'est les problèmes impossibles. Alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est des entreprises qui viennent me voir. Des fois, c'est des grosses startups qui viennent me voir et qui me disent, écoute, Mhm. on a tel sujet, on n'arrive pas à le craquer, il n'y a rien qui marche. Et voilà, ça, c'est un de mes sujets préférés. Je le dis quand même parce que c'est un cas C'est qui sûr arrive, que hein. je pense que tu dois en tirer, si tu arrives à trouver une solution, tu dois en tirer une grande satisfaction. Oui, mais parce que c'est là où c'est le plus marrant aussi. C'est-à-dire que en général, c'est là où il y a des vrais problèmes d'IA intéressants. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes fortes. Elles sont business, elles sont logistiques, elles sont parfois éthiques, il y a plein de trucs. Et en fait, à partir de là, il faut trouver un chemin. Et je dirais que comment dire, ma perspective là-dessus, c'est celle à la fois de l'expert en IA, mais aussi de l'entrepreneur. Donc, je vais aller taper dans toutes les ressources disponibles pour trouver un chemin. Et je ne vais pas nécessairement aller trouver une solution que technique, mais je vais essayer d'aller trouver une solution qui s'appuie sur tout ce qui est à disposition. Voilà. Et voilà, et ça permet de résoudre des problèmes qui sont des fois extrêmement marrants, et ça fait aussi partie des plaisirs de mon métier que d'aller faire du puzzle à cet endroit-là. Trop bien. Pour revenir sur nos sujets aussi, Thomas, donc est-ce que selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing? La question, je la pose à tous les invités. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je crois pas. Je crois pas. En fait, je pense pas parce que en fait, quand on me contacte avec du chat GPT, je le sais, tout simplement. Ok. Je donne un exemple. Récemment, je cherchais un prestataire pour m'aider sur un sujet. Donc, j'ai parcouru un site qui me proposait prestataire. Et en fait, il y a un de ces prestataires qui me parlait bien, qui me plaisait pas mal. Et donc, c'était une dame et elle m'envoie un message pour me présenter, machin, etc. Et je regarde son message, je dis, mais il y a un truc qui va pas dans ce message. Et en fait, je regarde et je fais, mais c'est du chat GPT, ça, j'en suis quasiment sûr. Donc, je prends son texte, je le copie-colle un, sur un site qui vérifie si c'est du chat GPT et ça Un fait tic GPT-0, ouais. Et ça 100%. fait tic? Voilà, donc, 100%. voilà, donc c'était du 100% de ChatGPT, il n'y avait aucun doute. Et ça se voit parce que quand on le manipule, Est-ce que tu as répondu? oui, j'ai répondu. En fait, j'ai dit à la personne, mais alors je lui dis bravo, vous utilisez ChatGPT, très bien, c'est très chouette. Par contre, j'ai besoin de connaître votre vraie identité parce que là, je ne sais pas si vous êtes juste un robot ou si vous êtes une vraie personne. Et donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'envoyer quelques éléments, je ne sais pas, Ok, ok, très bien. votre LinkedIn, votre je sais pas quoi, mais n'importe quoi, parce que là, je n'ai que du ChatGPT de vous et c'est inquiétant. Voilà. On était dans quel domaine pour comprendre et au cas où ça nous arrive, qu'on soit méfiant et qu'on ait le même réflexe que toi? C'était sur un site qui référence des consultants et c'était des consultants en réseaux sociaux. Hmm. Ok. Ah ouais, ouais. D'accord. Donc, en tout cas, tu arrives encore à le détecter. Euh, Ouais. Bah, je pense que j'en parle assez souvent avec des entrepreneurs. C'est très drôle comme discussion parce qu'il il y a un style ChatGPT en fait. C'est ça qui est marrant. On peut lui demander d'agir comme X ou comme Y, d'agir comme un bouquin écrit par Victor Hugo. On peut lui demander d'agir comme si c'était un directeur marketing. On peut lui demander plein de trucs. Mais par défaut, et même quand on lui demande ça, il a une mécanique syntaxique qui est très scolaire en fait. Il ressemble un peu de temps en temps à ce que font vraiment. Moi, l'image qui me vient, c'est des étudiants au lycée sur un cours de littérature, tu sais. Dans une première partie, nous verrons que patati patata, puis nous verrons. Enfin, il y a un truc très presque Bien sûr, trop voilà. Et alors, en il y a anglais, un c'est peut-être plan. un peu plus limite, mais en français, c'est évident. Ouais, je vois très bien. Euh, je parlais de la semaine dernière tout à l'heure, donc on est en mars 2023. La semaine dernière a été folle au niveau des annonces OpenAI. On a eu GPT-4, juste avant il y avait eu l'API ChatGPT et Whisper. On a eu les plugins aussi, l'annonce des plugins. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces annonces euh, et de leur stratégie un petit peu sur ce marché? Est-ce que tu trouves qu'ils sont en train de dérouler un plan pour prendre une place de monopolistique? Euh, est-ce que tu penses qu'ils déroulent ça très bien? Je pense quand même que OpenAI c'est globalement fait acheter par Microsoft, hein. On peut considérer ça comme ça par bien des aspects, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais voilà, c'est à prendre en compte. Et il y a quand même un enjeu majeur qui est qu'en fait, comment dire, euh, le savoir-faire d'OpenAI n'est pas leur monopole absolu, hein. Donc, ils ont des concurrents.
Voilà, on a vu Bard, même si ça a été compliqué. Il y en a d'autres, il va en avoir d'autres. Et donc, ils ne pourront pas se contenter de ce que j'appellerais un énorme coup de com'. Même s'il est intelligent, qu'il est techniquement bien exécuté, il n'empêche qu'il y a des vrais concurrents dans l'arène et qu'ils ont la capacité de les déborder, de faire mieux. Donc là, ils sont obligés d'être dans un rythme, ils sont obligés de continuer sur ce rythme-là parce que sinon, ils vont perdre la face. Donc il faut que toutes les 2-3 semaines, il y a un truc qui fasse waouh. Donc là, on a GPT-4, on a les plugins, je ne sais pas ce qui sortira ensuite, mais il faut que ça continue sur cette allée. Je pense qu'un des prochains points, ça va être la capacité à mélanger de l'image, parce qu'on Bien sait que c'est sûr, multimodal, ouais, tout à fait. ça, le multimodal, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, dans le multimodal, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que une dimension qu'OpenAI n'a pas encore beaucoup exploitée, par exemple, c'est la vidéo, mais je dirais que c'est une relative évidence dans les temps qui viennent, même si c'est plus complexe. Voilà. Donc voilà, ils ont cet enjeu quand même de garder le terrain qu'ils ont conquis. Ils ont fait un énorme coup de com', mais il faut qu'ils restent devant. Et ça, c'est pas gagné. GPT-4 a été quand même une considérable avancée sur pas mal de points. On voit ils ont été très clean sur la publication. Ils ont dit voilà, GPT-4, voilà ce que faisait GPT-3, voilà ce que fait GPT-4, voilà sur quoi il est meilleur, voilà sur quoi il n'est pas meilleur, etc. Et ça, c'est très propre. Ça permet de voir que par exemple, il a gagné beaucoup de capacités sur des sujets qui sont liés en particulier, par exemple, au légal, à certaines sciences comme la bio, la physique, etc. Enfin, il a gagné beaucoup de savoir-faire sur certaines choses et je le trouve aussi globalement un peu plus original sur certains aspects. Il a aussi un peu perdu en vitesse. Je ne sais pas si vous l'avez testé récemment, mais il doit générer du texte 3 à 4 fois moins vite que GPT 3.5. Voilà, donc c'est un petit défaut. Si je reviens 2 secondes sur les plugins, bien sûr. avant de te laisser, les plugins, je pense juste qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que, à mon sens, c'est une vue personnelle, ChatGPT prend la voix de WeChat d'une certaine manière aussi. Alors, je ne sais pas s'ils exploiteront commercialement en tant que tel, mais je trouve que on met souvent ChatGPT en concurrence avec Google, et c'est compréhensible. C'est vrai qu'il y a une partie de ça, mais je pense que WeChat, toute cette dimension, en fait, un seul canal textuel par lequel on peut accéder à l'ensemble des services, ça, c'est une dimension qui va être hyper intéressante. Et un des intérêts des plugins, c'est aussi cette capacité-là à avoir peut-être progressivement non seulement de l'interaction textuelle, mais de l'interaction textuelle qui va jouer avec des API qui jouent avec d'autres services. Et si effectivement ChatGPT se connecte avec l'extérieur, d'un seul coup, ça ne devient plus un outil de texte pour le texte, mais ça devient un outil d'interaction avec le monde. Et là, c'est une toute autre dimension. C'est pour ça que les plugins, c'est important. Je suis dans la waitlist. J'ai des copains qui ont eu accès. J'espère que ça va être mon tour bientôt. Je pense que ça va avoir un impact assez important. Ok, très intéressant. On avait parlé déjà d'App Store ou de stratégie à la Google, tu as raison, mais j'avais pas entendu WeChat et WeChat en tant que super app aussi. Exactement. Je trouve que ça marche assez bien. Bien vu. Super. Alors, donc, c'est ce qu'on fait sur ce podcast, Thomas, en ce moment. Mais est-ce qu'il n'est pas temps donc d'essayer d'aider l'écosystème à comprendre ce que c'est l'IA? C'est une clé majeure pour notre économie. Goldman Sachs vient de sortir des prédictions. On parle de 7% du PIB d'ici 2030. Donc, il faut évangéliser au maximum ce que tu fais, ce qu'on essaie de faire aussi ici, pour que la population prenne conscience des enjeux. Oui, absolument. Parce que ça va tellement vite. Et il est bien avant ChatGPT, on était déjà tous d'accord pour dire que la vitesse d'adoption de l'IA est un problème si on la met sur la même échelle que la vitesse d'apparition des technologies et des produits afférents. Donc on a une problématique de compréhension et d'adoption. Et donc c'est vraiment un enjeu majeur. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur la création d'un programme de conférences pour les PME et les ETI, justement, spécifiquement pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier. Parce que je suis persuadé que plus que jamais, les PME et les ETI aujourd'hui, c'est un peu une arme secrète pour elles. Je dirais qu'il y a une sale réputation des nouvelles technologies et de l'IA parfois, d'une part à ne pas tenir ses promesses, mais aussi à être peut-être quelque chose réservé à un élite ou à des grosses boîtes. Et je pense que tout ça, c'est du passé, et qu'aujourd'hui, il faut mettre le pied à l'étrier sur tous ces sujets-là, et il faut y aller à fond. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je donne une priorité à ces axes PME, ETI aussi, qui est vraiment intéressant.
Et je dirais que ça amène un problème d'ailleurs nouveau qu'on tacle pas forcément assez, qui est celui du sens au travail. Alors, on en parle beaucoup du sens au travail, mais il faut savoir que c'est très interconnecté à l'IA et aux nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, elles ont profondément conscience du fait que l'IA et les nouvelles technologies permettent de faire pas mal de choses mieux ou plus facilement. Et en fait, de plus en plus, on arrive sur des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et qui refusent de travailler dans des environnements où ils ont l'impression de faire des trucs bêtes. Quand on arrive sur des boulots où on pourrait faire la même chose avec de l'IA, ou qui sont sous-équipés, ou qui ont des trucs, enfin, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont un mindset qui est très connecté. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que tout le monde de Facebook, d'Instagram, de TikTok, tous ces univers-là, des réseaux sociaux et des gamins qui ont des téléphones très tôt, qui installent des applis, qui testent des trucs, qui machin, etc. Quelque part, ça fait c'est bête à dire, hein, mais ça fait une école technologique malgré nous. Et en fait, ils arrivent avec des attentes de ce point de vue-là. Voilà. Et ça, c'est aussi voilà, ça va de pair aussi avec le fait qu'on est dans une époque où je dirais que de plus en plus, voilà, on va vers des générations qui ont un rapport à la vie qui est de plus en plus peut-être on pourrait dire existentielle, c'est-à-dire avec une démarche de quête de sens, de se dire pourquoi je fais ce que je fais, quel impact ça a, je suis très inquiet pour la planète, est-ce que ce que je fais, ça a encore du sens, voilà. Et forcément, l'IA là-dedans joue un rôle parce que il faut permettre aux personnes, aux collaborateurs d'avoir que leur travail de tous les jours soit concentré sur l'essentiel. Et l'IA joue le rôle à cet endroit-là de permettre d'automatiser, de traiter des choses qui sont sur le côté. Et en fait, c'est ça qui est très marrant hein, avec la transformation du travail par l'IA, c'est qu'en fait, ça nous renvoie systématiquement sur des choses qui sont plus cœur à notre activité. Par exemple, la stratégie, le désir, qu'est-ce que je veux faire de ma boîte, c'est quoi ce que j'ai envie de proposer au marché, quel monde j'ai envie de construire, ou encore tout simplement les relations, des choses qui, au sens organique du terme, ne peuvent se substituer. Ouais, 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 super. Donc, en effet, pour les jeunes générations, donc l'IA permettrait de ne plus passer par des tâches répétitives, d'aller sur des tâches plus intéressantes. Et plutôt qu'en avoir peur, aujourd'hui, avoir peur du remplacement, on doit se dire que ça va peut-être beaucoup plus correspondre à des nouveaux métiers euh, auxquels les jeunes aspirent, en fait. Oui, absolument. Je pense que ça contribue aussi, hein. C'est-à-dire que, par exemple, pour certaines personnes, enfin, mettons pour une nouvelle génération qui serait beaucoup sur Instagram, par exemple, ils peuvent avoir accès à ce qu'on appelle les influenceurs virtuels, par exemple, quelque chose de nouveau. Ils voient aussi tous les programmes des marques qui, de plus en plus, il y a des marques aujourd'hui qui utilisent de l'IA pour produire du contenu, pour produire des choses de qualité. Mais ça se voit pas. Mais maintenant, en revanche, c'est en train de passer de l'autre côté. Ça, par exemple, on a une marque de beauté japonaise qui s'appelle Shiseido, qui récemment a, par exemple, a créé 150 NFT avec de l'IA, juste dans l'objectif, effectivement, entre guillemets, de faire une campagne quoi, autour de ça et de livrer à 150 très bons clients un NFT spécial qui ne leur appartient qu'à eux. Voilà. Et des NFT donc, qui ont été réalisés avec de l'IA. Donc, si je puis dire, c'est en train d'envahir l'espace. Et pour toute personne qui, on va dire, est un peu connectée et dans les réseaux, parce que c'est pas le monopole des jeunes générations, hein, c'est juste que c'est eux qui, statistiquement, sont plus dedans. Mais pour n'importe quelle personne qui est connectée aujourd'hui, l'IA n'est pas un moyen, une technique ou quelque chose qui est sous le capot, contrairement à plein de techno. C'est vraiment un objet qui existe en tant que tel et qui a sa propre existence dans l'espace public. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais tu as raison. Et sur les jeunes générations, en fait, on parlait du fait qu'ils pouvaient s'adresser à Alexa ou à Google Home comme à un membre de la famille. Donc, même s'ils n'étaient pas très évolués, c'est quelque chose qu'ils ont intégré comme le téléphone beaucoup plus tôt que les générations qui les ont précédés. Euh, Absolument. donc, ok. Euh, alors, toi, donc Thomas, tu es un passionné de sciences humaines. Je voulais savoir s'il y a des penseurs qui t'ont beaucoup influencé, parce que j'aimerais bien mettre en perspective ce qui se passe avec l'IA. J'ai l'impression que ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes, des questions sur notre intelligence, des questions sur notre conscience, des questions sur le cerveau. Et en fait, il y a des penseurs qui ont pensé ça il y a quelques années, et aujourd'hui, je pense que ça va revenir à la mode, tout ça. Mhm. J'ai été marqué par un débat assez connu en sciences humaines
qui s'appelle le débat Chomsky-Piaget, qui, disons, oppose deux dimensions, deux perspectives de l'intelligence, et pour être plus précis, deux perspectives de l'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre? Voilà. Et donc, deux aspects différents de la cognition. C'est un débat qui est, je dirais, même s'il est un peu ancien maintenant, je crois qu'il a à peu près 50 ans de tête, un peu plus peut-être. Et c'est un débat qui est éminemment moderne, puisque il interroge la manière dont on fait de l'intelligence. Et en fait, l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, je dirais que ça pose la même question que l'intelligence dans les sciences humaines, c'est-à-dire qu'on se pose la question de comment on va en faire. La différence, c'est les moyens, et c'est la capacité à le faire. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une interprétation théorique et une perspective, on est vraiment sur quelque chose qui est est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et avec des perspectives industrielles. Donc ça, c'est assez innovant, je dirais, dans l'IA. C'est qu'on a des questionnements philosophiques majeurs, mais qui étaient des trucs un peu qui étaient perçus comme des guerres de chapelle un peu abstraites pour des profs de fac, qui deviennent d'un seul coup des sujets quotidiens extrêmement pragmatiques. Et si je devais en prendre juste un quand même, qui met une claque, c'est toutes les questions éthiques qui sont liées aux voitures autonomes, par exemple. Hein. On a passé, comment dire, il y a ce fameux dilemme du tramway qu'on connaît, qui est, voilà, je le rappelle en 2 mots, vous avez un tramway qui roule et qui va écraser 3 personnes qui sont attachées sur les voies. Vous pouvez appuyer sur un levier pour qu'il aille sur une autre voie, mais sur l'autre voie, il y a quand même une personne qui est attachée sur la voie. Donc la question, c'est est-ce qu'effectivement vous appuyez sur le levier, et donc ça fait une personne plutôt que 3, mais ce faisant, vous devenez aussi un meurtrier, alors qu'avant, vous n'aviez rien à voir avec ça. Et si les 3 personnes, en fait, ces 3 vieilles personnes, est-ce que ça vaut moins, est-ce que ça vaut plus que si c'est un jeune, etc. Est-ce que s'ils sont en bonne santé? Et en fait, ça, voilà, ça paraissait pendant longtemps être un peu, je dirais, un exercice qui relevait de la masturbation intellectuelle. Et en fait, avec les voitures autonomes, on s'est rendu compte que c'était un vrai problème. C'est-à-dire que c'est tout le sujet des voitures autonomes, par exemple, hein, mais entre autres choses, c'est qu'à un moment donné, l'IA doit prendre des décisions qui peuvent impliquer des choses comme la vie et la mort des individus sur la route, parce que dans le pire des cas, ça peut arriver. Mais la vraie nouveauté, c'est pas ça, parce que les humains le font tous les jours quand ils conduisent. La vraie nouveauté, c'est que là, c'est écrit dans du code source. Donc, d'une certaine manière, ce qui était avant une discussion philosophique un peu abstraite, là, se retrouve implémenté dans du code source écrit tel quel. Ça devient la code de conduite au millimètre près. Voilà. Donc, c'est évidemment extrêmement intéressant. Quand j'étais étudiant, moi j'ai fait une école de programmation qui s'appelle Epitech, que j'aime beaucoup. J'ai fait une fac de philo en parallèle, et je le faisais pour plaisir, mais j'ai été surpris d'à quel point ça apporte de la valeur dans l'IA, et je l'ai toujours recommandé pour ceux qui vraiment, je dirais, font de l'IA un projet de vie comme je l'ai fait, d'avoir les mains dans les sciences humaines, c'est extrêmement efficace. Voilà. Donc j'ai été influencé par Chomsky quand j'ai créé Golem, parce que tout simplement Chomsky a une vision de la psyché humaine qui est fondamentale. Dans les penseurs qui m'ont influencé à part ça plus largement, j'ai une passion pour Carl Gustav Jung, qui est quand même un de mes je dirais un de mes hobbies les plus marqués, avec notamment je suis passionné par tout ce qui relève de ce qu'on appelle la typologie jungienne, et plus connu aujourd'hui est ce qu'on appelle le MBTI, qui est effectivement un test de personnalité très connu du management, mais qui en fait n'est qu'une descendance de la pensée jungienne qui a été simplifiée pour l'entreprise moderne. Voilà. D'ailleurs, j'ai animé pendant des années un groupe MBTI qui se retrouvait à Paris tous les mois, que j'anime encore. Ça s'est un peu arrêté avec le Covid, mais c'est en train de reprendre. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de sujets du côté des sciences humaines qui me plaisent beaucoup. Certains qui sont retrouvés dans l'IA, d'autres non. En tout cas, j'ai cette vision d'entrepreneuriat et de la tech dans laquelle les sciences humaines sont toujours une source d'inspiration. Ouais, super. Le MBTI, tu penses qu'on peut le retrouver dans l'IA, justement, dans ChatGPT, dans l'interaction qu'il peut avoir avec nous? Ça pourrait, entre guillemets, ça pourrait. Ça pourrait être une question intéressante. Le MBTI, le sous-bassement, on va dire, sur le plan psychologique, c'est une question de la cognition. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes sur des mécaniques de raisonnement, est-ce que vous favorisez du raisonnement qui valorise
plutôt la cohérence interne, ou est-ce que vous êtes sur du raisonnement qui va valoriser l'expérimental qui valide? C'est deux choses différentes. Et en fait, chez les personnes, chez les individus, ça a de l'importance parce que ça donne des prédispositions. Et par exemple, si vous êtes sur de la validation interne, vous allez avoir tendance à faire des choses très détaillées, très précises, mais vous allez avoir tendance à être plutôt dans l'over-engineering, c'est-à-dire le fait de créer du surcoût, d'aller trop loin, d'être trop précis. Et au contraire, si vous êtes dans une validation externe, c'est-à-dire par l'expérience, vous allez obtenir du résultat beaucoup plus rapidement, mais vous allez être aussi un peu plus biaisé et vous allez avoir plus de mal à construire des systèmes extrêmement solides de l'intérieur. Voilà. C'est des choses qui, cognitivement, sont intéressantes du point de vue de la psychologie, voilà, on peut se poser la question, effectivement, quelle tendance j'ai? Est-ce que j'ai des deux? Est-ce que j'ai plutôt l'un? Est-ce que j'ai plutôt l'autre? Etc. Donc ça, c'est passionnant, on pourra en parler des heures. Mais sur le point de vue de l'IA, ça s'applique, je dirais, plus difficilement, surtout qu'aujourd'hui, comment dire ça, là où l'humain, on a un côté très organique et on essaie de donner du sens à l'intérieur, la machine, c'est l'inverse, ça a du sens, mais à une échelle tellement petite et on essaie de grandir ce sens. Et par exemple, pour ChatGPT n'est que de la reconstitution statistique de texte. Donc il n'y a aucun moment donné où on pourrait se dire que ChatGPT a une dimension cognitive plus marquée qu'une autre, ou en tout cas ce serait vraiment tiré par les cheveux, quoi. Voilà. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que, comment dire ça, tous ces outils de typologie de personnalité, il y en a plein, hein. Il y a le MBTI, il y a aussi par exemple le Big Five qui est assez connu, il y en a plein d'autres. C'est des outils qui aujourd'hui servent et ont pu servir pour, par exemple, aider à catégoriser, à suivre et à comprendre les consommateurs, par exemple les utilisateurs, dans certaines situations. Par exemple, le Big Five a été utilisé pour influencer les élections américaines il y a quelques années de ça. C'était le cas Cambridge Analytica sauf erreur, qui justement s'était basé sur le Big Five à cet endroit. Donc il ne faut pas sous-estimer le fait que ces outils sont très puissants, même s'ils ne sont pas à la mode. Surtout en France, on est très critique de tous ces tests de personnalité, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais voilà, statistiquement, quand on regarde les chiffres, ça fonctionne, et il se pourrait effectivement que l'IA s'en serve à un moment donné pour, par exemple, pour personnaliser des interactions avec certains individus plutôt que d'autres, ou pour être capable de repérer des fonctionnements cognitifs chez des personnes plutôt que d'autres. Hein. Ce qu'elle a vocation à faire d'ores et déjà dans tout ce qui est par exemple le retail ou marketing, pour créer de l'interaction personnalisée. Et c'est vrai qu'en fonction, par exemple, des modes de personnalité, des modes de pensée, vous avez de la publicité qui fonctionne, même des modes d'apprentissage, des modes de communication qui fonctionnent et d'autres non. Et par exemple, un exercice qu'on fait dans le MBTI, c'est le fait de créer une publicité pour certains types de personnalités ou pour d'autres. Effectivement, ce n'est pas les mêmes publicités. Donc, on imagine fortement que tout le retail automatisé et personnalisé grâce à l'IA va essayer d'aller dans ce sens-là, que ce soit avec des tests de personnalité ou avec une autre méthode. En tout cas, on va s'intéresser à la personnalité humaine. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je pense que les sciences humaines, l'éthique, vont être quand même sollicitées et prendre une importance qu'elles n'ont pas eu depuis des années avec ces nouvelles technologies. Parce que justement, donc, il s'est passé quelque chose hier, Thomas. Je pense que tu as vu la pétition orchestrée par Yoshua Bengio, Gary Marcus, Yuval Hariri de Sapiens, plein d'acteurs, Elon Musk, Emad Mostak. La liste est longue, mais le problème aussi, c'est que la liste n'est pas définitive parce qu'il y a plein de gens qui ont signé au nom d'autres personnes, donc on ne sait pas qui a vraiment signé. Il y a Andrew Ng, par exemple, qui finalement n'a pas signé. Et donc, cette pétition, ça demandait donc à poser les travaux de recherche sur l'intelligence artificielle plus puissant que GPT-4 pendant 6 mois, donc de mettre une forme de moratoire. En tout cas, pour l'instant, ça a fait beaucoup parler, ça a fait un petit peu peur pour le développement de ces technologies, mais derrière, ça nous fait nous poser des questions tout de suite sur si on s'arrête, déjà, dans quel intérêt? Est-ce que c'est les intérêts d'Elon Musk ou est-ce que c'est les intérêts des GAFAM et des sociétés concurrentes à OpenAI qui va très très vite, on en parlait tout à l'heure. Et derrière, quels sont les risques? Est-ce que si on s'arrête, les Chinois ou les Russes vont s'arrêter? Et est-ce que dans ce cas-là, on ne va pas arriver sur des gouvernements en fait, qui vont prendre en main ces travaux qui aujourd'hui étaient réalisés par OpenAI et accessibles aussi au grand public? Qu'est-ce que tu penses de cette pétition, Thomas? Je pense qu'il y a quand même, entre guillemets, un peu un paradoxe, un sarcasme à cet endroit-là, parce que c'est quand même
je dirais qu'il y a beaucoup d'icônes de la technologie et peut-être même du technologisme, hein, c'est-à-dire un peu cette religion de la technologie parmi eux. Alors Elon Musk, hein, ça fait un moment il nous raconte qu'il est un peu inquiet par l'IA et par la possibilité de ce qu'on appelle la singularité, hein. Donc la singularité serait le moment où l'IA atteindrait une espèce d'inflexion où tout d'un coup elle serait non seulement elle serait plus intelligente que nous, mais elle éteindrait peut-être une capacité de conscience, d'autonomie où elle nous dépasserait, où ça deviendrait exponentiel. Enfin voilà, il y a ce fameux truc qui est attendu, dont Elon Musk est assez inquiet. Mais là, ce que je crois comprendre de cette pétition, plus globalement, c'est de dire qu'en fait, il y a un bousculement civilisationnel qui est tellement important que certains acteurs se disent, mais attendez, les gens n'ont juste pas psychologiquement la capacité d'intégrer ça, en fait. Ça leur fout la trouille, les changements sociétaux sont trop rapides, etc. Bon, c'est un vrai sujet. Mais ça ne fait que pointer du doigt le fait qu'à un moment donné, il va falloir aussi une réactivité de la part des instances politiques et sociales pour être capable de gérer en fonction de ça. Parce que c'est clair qu'un monde de l'intelligence artificielle n'est pas un monde classique. C'est-à-dire que de plus en plus, par exemple, on va devoir prendre en charge le fait que les individus dans une vie n'auront plus un job ou deux, ils auront 50 jobs peut-être, ou un tous les 6 mois, un tous les 2 ans. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais déjà, il se peut qu'à assez court terme, hein, dans les prochaines années, de plus en plus, les jobs deviennent désuets tous les 4-5 ans. Alors, on sait déjà hein, que la plupart des jobs, ça se transforme en permanence, qu'il faut réapprendre des nouvelles choses, etc. Mais là, ça va aller encore plus vite, et ça va être des nouvelles technologies, des nouveaux outils, etc. Et puis, il va y avoir de l'automatisation. Donc, la transformation du travail va s'accélérer. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, ça peut être un facteur de misère humaine dans la mesure où ça peut se faire trop vite et ça peut se faire mal. Maintenant, il ne s'agit pas de... Enfin, imaginons qu'on ait GPT-5, GPT-6, GPT-7 ou GPT-38. La vraie question surtout, c'est la mécanique économique. Il va falloir trouver une mécanique économique à ça. C'est un fait. On a de l'IA qui est capable, mais on s'en doute depuis un certain temps, hein, et on l'a depuis un certain temps, c'est juste une question d'adoption. On sait qu'on a de l'IA qui est capable de faire mieux que nous sur plein de trucs, ou qui est capable de nous assister, enfin voilà. Et en fait, on est en train d'augmenter les capacités de production individuelle des individus de beaucoup, quoi, grâce à l'IA. Et donc, il va falloir faire quelque chose de ça, et en fait, il va falloir transformer un projet technologique en projet sociétal. Et en fait, ça, et c'est là que les gens sont bien emmerdés, hein, qui disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Attendez, on ne veut pas qu'on freine un petit peu. Mais en fait, c'est trop tard. Juste GPT-4, l'impact est tel et la vitesse d'adoption qu'on a est tellement lente et en même temps les problématiques que ça pose sont. Voilà. Je ne crois pas que le fait de mettre 6 mois en poste change quoi que ce soit. Il s'agit plutôt au contraire de mettre de l'énergie du côté du projet sociétal, quoi. C'est ça le vrai sujet. Parce que assurément, va falloir revoir tout le paradigme du travail et du rapport de l'individu à son travail. Ça, c'est à la fois passionnant. Je pense que c'est une énorme chance pour notre époque, parce que ça va nous donner aussi les moyens de contrer certaines menaces planétaires majeures comme le changement climatique, par exemple, parce qu'il nous faut de la ressource pour ça aussi. Et en même temps, si on s'y prend mal, si on le fait d'une manière un peu, je dirais, comme ça vient, de manière purement libérale et sans rien contrôler, on risque de se retrouver dans une situation où ça va faire beaucoup de dégâts aussi, quoi, sur le plan social. Et ce serait dommage d'avoir un progrès technologique si fort qui n'a pas un impact positif au niveau global, quoi. Tu vois donc l'IA nous apporter un gain important en richesse au niveau de l'humanité, en valeur, à court, moyen terme? On a une problématique d'adoption, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait juste effectivement un arrêt sur image, mettons, et on prend on prend ce qu'on a disponible aujourd'hui, juste on fait en sorte d'avoir une adoption moyenne dans les entreprises, c'est-à-dire que les boîtes soient à peu près en phase avec ce qui existe et qu'elles puissent adopter. Déjà, on aurait un impact qui serait majeur. Maintenant, voilà, clairement, il faut le mettre à bonne disposition. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que on va pouvoir, entre guillemets, travailler moins pour obtenir le même résultat à terme. On le sait. C'est-à-dire que le travail va se retrouver décalé. Et peut-être qu'effectivement, on va pouvoir imaginer une gestion du temps de travail qui sera un peu différente.
voilà, on sait que on n'est pas dans la phase de l'histoire où on a le moins travaillé. L'homme moderne travaille énormément en termes de temps, et dans le même temps, on a des enjeux majeurs sur la santé mentale, sur le burn-out, sur le développement intellectuel, psychologique, émotionnel et corporel des personnes dans le temps face à de la pression, du stress et de l'intensité, des changements réguliers. Bah, il faut s'occuper de ça aussi à un moment donné. Et peut-être que, enfin, oui, on a une ressource qui nous permet, sans sacrifier, je dirais, nécessairement énormément de confort, de commencer à rentrer dans un rapport humain plus qualitatif. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de projet sociétal, c'est-à-dire que ça peut être plein de trucs différents, on peut faire plein de choix possibles. En fait, on a juste de la ressource sur la table pour réallouer du temps et de l'énergie de manière différente. Donc tout est possible. Euh, L'AGI, l'intelligence artificielle générale, l'ASI, la super intelligence, pour toi, ça peut arriver ou pas, et à quel horizon? Et sachant que c'est directement lié au projet que tu décris et au projet sociétal, parce que à partir du moment où on a AGI ou ASI, là, on a un impact sur le travail qui devient un bouleversement total et un renversement euh, du travail, quoi, qui peut être fait par la machine. Oui, alors déjà, c'est intéressant de se poser la question pourquoi ChatGPT n'est pas un AGI. Alors, ce qui est très marrant avec le langage, hein, c'est que le langage chez l'humain est le support de communication de l'intellect, mais il n'est pas l'intellect. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez ChatGPT qui vous produit une synthèse sur un sujet donné, par exemple, je sais pas, vous lui demandez une synthèse sur l'effondrement de l'Empire romain, ChatGPT n'a objectivement aucune compréhension de ce qu'est l'Empire romain, de ce qu'est un empire, de ce qu'est Rome, de ce qu'est rien du tout. Et en fait, c'est un simulacre, mais c'est un très bon simulacre. C'est-à-dire que, en fait, comme il n'a pas accès à la cognition en tant que telle, il utilise un support détourné que sont les mots pour recréer un simuli d'intelligence à travers eux. Donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que, vous savez, n'importe quel cheminement, même s'il n'est pas terrible, si vous mettez une très grosse quantité d'énergie, vous allez quand même obtenir un résultat. Et là, c'est un cheminement qui n'est pas dingue, hein, les mots en soi, parce que les mots ne contiennent pas l'intelligence. Enfin, là, c'est littéralement des mots qu'il ne comprend pas. C'est comme si je vous montrais c'est comme si je vous montre, si vous voyez passer des textes en chinois et vous ne parlez pas chinois, et à un moment donné, je vous demande d'essayer de prédire la suite ou d'imaginer des choses. Et en fait, à force de voir passer des textes ou des signes, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il faut écrire, mais ça ne veut pas dire que vous allez comprendre de quoi ça parle. Et en fait, ça, c'est exactement l'objet d'une expérience de pensée qui a été pensée par John Searle, qui s'appelle la Chinese Room, et qui est justement un gars enfermé dans une boîte et qui en fait renvoie des caractères chinois en sortie par rapport à ceux qui récupèrent de l'autre côté. Et en fait, il donne l'impression de parler chinois tout en n'ayant absolument aucune idée de ce qu'il raconte. C'est exactement ChatGPT. ChatGPT n'a aucune fucking idée de ce qu'il raconte. Voilà. Donc c'est très important de s'en rappeler. Quand on sait ça, on comprend mieux pourquoi ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle générale. En fait, c'est un très puissant moteur de corrélation entre des mots, entraîné sur des très lourdes bases de données, et qui en fait un outil très utile par ailleurs, mais qui n'est pas de l'AGI. En l'occurrence, pour faire de l'AGI, et je dirais que c'est la chouette humilité par exemple, de Yann Lequin, mais aussi d'autres qui ont eu cette intuition avant ça. Par exemple, Gary Marcus en parle beaucoup. C'est de se dire, bah ouais, à un moment donné, pour faire de l'AGI, il va falloir revenir un peu en arrière, il va falloir sortir du deep learning comme des gros bourrins. Il va falloir revenir un peu sur une approche de l'IA qui est plus structurée, qui fait appel à du raisonnement, à des sciences humaines aussi, peut-être par certains aspects. Et en fait, il va falloir recréer de la structure. Parce que le deep learning, c'est l'inverse de la structure, c'est du chaos extrêmement statistique. Et ça te permettrait peut-être d'avoir de l'AGI. Et l'AGI, ce serait quoi? Ce serait une intelligence artificielle à qui on peut demander des choses de nature très différente et qui, avec, je dirais, un même moteur de fond, serait tout à la fois capable de comprendre des enjeux géopolitiques que d'étudier une démonstration mathématique ou encore d'évaluer la ressemblance entre deux tableaux. Voilà, ce sera ça la GI en fait, c'est cette capacité à traiter des sujets très très différents dans leur modalité, avec des modes de pensée très différents les uns des autres. Et clairement, ChatGPT, de par sa largesse de sujet, a pu laisser penser qu'on s'en rapprochait, je comprends pourquoi. Ok, ouais. Donc, pour toi, c'est possible, mais ça passera par d'autres routes.
Oui, oui, il va falloir revenir un peu en arrière et je ne sais pas encore exactement par où ça va passer, mais là, il va falloir tester de nouvelles choses. On peut pas Mmh. pouvoir juste rajouter de la data et dire au bout d'un moment, il y a de l'AGI qui va sortir de là. Ça ne va pas marcher, cette histoire. Mmh. Et donc, ce qui veut dire que d'une certaine manière, en fait, alors par exemple, Geoffrey Hinton, qui est vraiment un des pères de l'intelligence artificielle, dans le cadre des réseaux neuronaux, du deep learning, hem, a fait une déclaration récemment en disant qu'il n'était pas inconcevable que les LLM, nous rayent de la carte, voilà. Donc selon toi, en fait, les LLM en tant que tels, il y a pas ce danger parce qu'ils auraient pas la puissance non plus d'arriver à l'AGI? Alors, oui, mais le problème, c'est que l'AGI n'est pas nécessaire pour avoir un impact considérable. C'est-à-dire que des LLM un peu moyens, ça peut largement suffire. En fait, on surestime la quantité d'intelligence nécessaire sur beaucoup d'aspects de ce qu'on fait au travail. Ça, c'est un truc terrible et voilà, ça tape dans l'orgueil à chaque fois. Moi, je l'ai constaté parce que voilà, je fais beaucoup de transformations, de conduite du changement dans des entreprises par de l'IA. Et en fait, c'est un biais normal, tout le monde l'a, de se dire quand je fais quelque chose tous les jours, quelque chose qui est mon boulot, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que des IA arrivent au même résultat sans passer par des chemins extrêmement complexes, quoi. Voilà. Et donc, bah oui, on n'a pas d'AGI, mais ça suffit. Je ne sais pas si rayer de la carte, je ne sais pas ce que ça veut dire très clairement, je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais en tout cas, juste GPT 3,5 ou 4, ça peut suffire à avoir un impact considérable si c'est adopté de manière majeure, parce que c'est un outil qui a un très gros impact, bien sûr. Et à faire des grosses bêtises en tout cas potentiellement. Oui, OK. on a vu récemment, S on m'a envoyé ça ce matin, je le cite parce que c'est un truc flippant. On m'a envoyé par LinkedIn un message privé c'était quelqu'un qui avait testé du diagnostic par ChatGPT pour son chien. Voilà. Alors, comme je disais, hein, bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, chouette, il a trouvé le bon diagnostic. Mauvaise nouvelle, si les gens commencent à diagnostiquer avec ChatGPT, ça sent mauvais. Voilà. Donc, on en est là. on voit très bien. Heureusement, c'était un chien, mais quand même. Hem, Au niveau de la conscience, est-ce que, on peut parler, selon toi, de la conscience pour, ces LLM? Alors, je dirais plutôt non, mais il faut quand même avoir conscience que, c'est très mauvais phrasé, il faut se rendre compte que la conscience, c'est un truc mal défini. C'est-à-dire que, et ça, c'est Notamment encore par les sciences humaines dont tu parlais tout à l'heure, oui, c'est-à-dire que la chambre chinoise de Searle dont je parlais tout à l'heure, elle évoque exactement ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui, ou enfin, il y a des théories là-dessus, mais il y a des discussions, mais on n'a pas un truc établi pour faire la différence entre une machine qui aurait une conscience et une machine qui n'aurait pas de conscience. Le problème, c'est que la conscience, c'est un sujet qui est extrêmement philosophique, en fait. C'est marrant, l'autre jour, j'ai participé à une table ronde dans une école d'IA de l'ESILV, et en fait, ce qui était hallucinante, c'était que il y a eu beaucoup de questions là-dessus. C'était passionnant, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que l'IA a une conscience, machin, etc. Et en fait, c'est pire qu'une question philosophique, c'est une question religieuse quasiment. Je m'explique. L'Occident moderne a derrière lui des années, des siècles, pardon, de rationalisation. Et donc, et je dirais même plus de lecture matérialiste du monde. Ça reste un épiphénomène au sens mondial, mais nous, en tout cas, en Occident et particulièrement en France, on a une lecture du monde qui a tendance à être extrêmement matérielle. Conséquence de quoi? La conscience des humains est un épiphénomène du matériel, est une émergence du matériel. Il n'y a pas besoin d'autres objets pour ça. Conséquence de quoi? Si l'IA devient suffisamment intelligente, techniquement, elle pourrait avoir une conscience. Mais alors, qu'est-ce qui ferait la différence entre un individu et un ordinateur qui a une conscience? Là, c'est là où la question s'ouvre. Et par exemple, si on prend par exemple le cas du Japon, dans lequel, on va dire, la culture laisse penser que tout est vivant, la culture, par exemple, qui est assez animiste, hein, globalement, c'est ce qui D'accord. fait que typiquement les robots peuvent être considérés comme, comment dire, la question de l'IA ne pose pas de problème de ce point de vue-là, parce qu'en fait, comme tout est vivant, l'idée qu'un robot puisse être vivant, c'est pas du tout un problème, en fait. Voilà. Mmh.
Mais là où ça pose plus question, c'est dès lors que vous sortez je dirais de ces deux approches-là. C'est-à-dire que dès que vous passez dans une approche, je dirais, vous voyez, toutes les questions métaphysiques autour de ce qu'on appelle par exemple l'âme, hein, voilà, qui est un sujet éminemment religieux. Dès qu'on se rapproche de la conscience comme étant un sujet qui se rapproche de l'âme, alors là on est beaucoup plus embêté parce qu'on est sur des sujets métaphysiques enfin, je veux dire, on est passé en deux phrases de l'IA à la métaphysique d'une manière qui met tout le monde mal à l'aise parce que voilà, c'est pas des sujets dont on discute dans l'espace public, c'est des sujets qui sont relégués à de la philosophie, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que il se pourrait que demain il y a des courants religieux qui s'interrogent sur la pertinence et le bien fondé de faire de l'intelligence artificielle pour cette raison-là. C'est pas impossible. Et voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui, si je réponds de la manière la plus factuelle possible, on ne sait pas faire la différence entre disons, quelque chose qui simule une conscience et quelque chose qui possède une conscience. Du point de vue matérialiste, c'est indiscernable. Ouais. Et du point de vue pas matérialiste aussi, d'ailleurs. Voilà. Et ChatGPT, en tout cas, est un outil expert dans la simulation. Absolument. Et puis, une IA qui dit j'ai mal, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a plus ou moins de sens qu'un être vivant qui dit j'ai mal? Et c'est des questions auxquelles il faut répondre aussi. Et en fait, c'est encore une fois, et c'est ça qui est terrible avec l'IA, c'est que ça nous renvoie à des questions qui sont absolument métaphysiques. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir mal? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une conscience? Et des questions qui étaient considérées comme des questions religieuses ou des questions de masturbation intellectuelle, encore une fois, se retrouvent sur la table avec plus ou moins d'urgence. Mais les gens en jouent. Hein. Par exemple, je crois que c'est en Arabie Saoudite que on a donné la civilité à un robot. Des droits, quoi. Absolument, un état civil en disant voilà. Alors c'était un coup de com', hein, mais voilà, c'est cette question-là qui se pose de dire est-ce qu'au bout d'un moment on va arriver sur quelque chose qui va avoir des droits? Tout à fait. Dernière question, Thomas. Ton livre ou film de science-fiction préféré ou que tu recommandes à nos auditeurs? C'est dur. Alors, allez, j'en prends deux. J'ai été très marqué par Iron Man. Je le cite quand même parce que Iron Man a certainement été ce qui m'a le plus marqué intellectuellement quand j'ai créé Golem.ai. Voilà, j'avais vraiment Iron Man en tête et la musique de Iron Man en fond quand je codais Golem.ai à l'époque. Donc voilà, ça a été très marquant. Mais celui qui m'a peut-être le plus laissé d'image mentale, c'est iRobot, qui est donc qui est une adaptation hein, comment s'appelle-t-il ça me reviendra. Asimov, Asimov, les robots. Ouais, et il y avait ce concept absolument fascinant du robot qui rêve et qui commence à rêver d'une nouvelle époque. Et le robot qui rêve dans iRobot et dans Asimov, c'est vraiment un tournant, c'est un point hyper important. Et voilà. Et en Philippe. Bien sûr, tu as raison. C'est une question que je crois tu retrouves donc dans Philip K. Dick et Blade Runner sur le Do Androids Dream About Electric Chips? Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Une question en effet très importante. Et je fais un dernier rebond. Et vertigineuse. Absolument. Et je fais un dernier rebond philosophique, et après j'arrête avec le rebond philosophique. Il y a cette question, elle existe en philosophie. C'est ce qu'on appelle la question des qualia ou la question de l'expérience personnelle subjective. Ça veut dire quoi avoir une expérience subjective? En quoi la douleur est-elle différente de l'information, par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain, on a l'impression de vivre une expérience subjective plutôt que juste être des relais d'information comme des machines? Voilà. Ça, c'est une question qui est absolument fascinante et vertigineuse, et on la retrouve dans Asimov ou dans Blade Runner à travers la question du rêve, qui est une de ses nombreuses formes. Génial. Thomas, un grand merci. J'étais ravi de te recevoir dans mon salon. Merci beaucoup. On suivra tes interventions. Tu as donc quand même pas mal de recul sur ces sujets. Donc c'était hyper intéressant. Merci Thomas. Merci beaucoup, c'était un plaisir et à très bientôt. Et à très bientôt. Ciao.